Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du chapitre 792 pour cette critique analyse. Et je dois dire que j'ai encore une fois du mal à la faire. Je vais vous faire voir, hein, comme d'habitude, j'ai mon petit plan qui est là sur plusieurs pages. Et ça a été hyper dur de le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce chapitre était beaucoup trop calme. Il y a eu plein de choses intéressantes qui ont été expliquées à l'intérieur. Mais comparé à tout ce qui se passe en ce moment autour de One Piece, les chapitres qui avaient été faits juste avant, avec la montée jusqu'au climax justement de l'explosion du Tamaetebako, avec la chute de la tour, et tous les Mugiwara, tout le monde qui est complètement HS, et une domination absolument dingue de l'équipage de Big Mom. On est dans les 20 ans, le dernier chapitre, il nous avait annoncé que la semaine prochaine, ça va être un truc de fou qui va arriver, et moi je prenais le chapitre, et je me disais, déjà on avait eu la double page, on en reparlera tout à l'heure en couleur, qui était absolument super, avec plein de petits trucs dedans, et je me suis dit, putain, ça va envoyer du lourd, on va vraiment stresser pour eux et tout. Et non. Non, c'est absolument fou. Ça se termine par l'équipage qui est vraiment peinard et qui va sûrement partir. C'est-à-dire que ce chapitre, dans la manière dont il a été construit, il est totalement bizarre. Tu as la première page, déjà, l'entrée en matière, c'est un flashback par rapport à l'île des hommes poissons. Un flashback qui sert pour moi absolument à rien. Le fait de dire qu'il sert absolument à rien, c'est que pour moi, c'est une information qu'on connaissait déjà. Si tu fais un minimum de recherche, et c'est pas trop long, quoi, ça date d'à peu près 6 ans. Normalement, tu sais pourquoi le Tamaetebako est là. C'est-à-dire que Eiichiro Oda n'avait pas besoin de nous réexpliquer en quelques cases ça. Tu vois, même en une case, ça suffit. C'est pas la peine de faire une page complète. Après, tu as 5 pages sur la chute de la tour. Là, on a beaucoup l'aspect extérieur. Il y a le côté burlesque qui est vraiment excellent, c'est-à-dire que tu vois Mama qui roule. Tu as le côté où tu vois Jinbei qui est un petit peu nous représente, c'est-à-dire que il est là dans son coin complètement extérieur à la scène, un petit peu comme nous, le quatrième mur. Et il voit les gens qui sont complètement désastreux parce que lui, il est dans le corps de Capone, lui, il est fixe et il y a tout qui est en train de bouger. Et après, tu vois aussi beaucoup toute la population qui est complètement innocente et qui va se faire ramasser la gueule parce qu'il y a la tour qui lui arrive dessus. Et ça dure pendant 5 pages, et la manière dont c'est fait, on sent petit à petit que ça tombe. Et après, tu arrives sur le passage, c'est-à-dire le mec, Strossen, qui transforme la tour en biscuits de Savoie, et d'ailleurs un gros coucou à tous les Savoyards qui regardent mes vidéos, et en crème fouettée, pour arriver à un truc qui s'écroule en bas. Et d'un côté tu as la libération de l'équipage et la fin justement de l'alliance, et tout ça c'est super calme. C'est-à-dire que le gâteau tombe, la tour tombe, tu t'attends à un gros boom avec plein de morts, plein de problèmes et tout, mais non, ça tombe en crème fouettée. Et après tu passes tout de suite à un passage qui est hyper calme, où même Luffy dit, bon bah ça y est, maintenant on n'a plus qu'à s'enfuir alors. Et la séparation de cette alliance qui a été créée justement pour la chute de Big Mom. Et la dernière page, tu arrives dans la folie de Big Mom. C'est-à-dire que c'est tout ce qui se passe ici, ce n'est pas quelque chose auquel tu t'attendais. Et tu finis ce chapitre en te disant pourquoi. Le premier pourquoi, c'est pourquoi Big Mom devient folle, aussi folle, à cause du gâteau. Alors oui, quand on fait un flashback, on revient en arrière de tout ce qui s'est passé, elle l'attendait énormément, ce mariage, pour le gâteau. Mais il s'est passé quand même quelque chose de plus important. On a tenté de la tuer, quand même, ce n'est pas rien, hein. Quand quelqu'un veut te tuer, on passe pas dessus aussi facilement. Et après, il y a quand même le symbole autour de Mother Caramel, le fait que ça a été détruit. Ça devrait toujours venir dans son esprit. Et là, elle pète les plombs à cause du gâteau. Alors encore une fois, c'est le fait que le gâteau qu'elle voulait manger ne soit plus là, que la tour a été transformée en crème fouettée et en biscuit de Savoie, et que Strossen doit avoir un problème dans son pouvoir. Et ça fait un petit peu penser à Kenjuro, qui a un pouvoir, un fruit du démon qui lui permet de dessiner, mais comme il dessine très très mal, tout ce qu'il fait c'est de la merde. Et ben Strossen il peut tout transformer en aliment, mais ce qu'il transforme en aliment c'est de la merde. Là, le fait que Big Mom ait ce goût dans la bouche et se dit putain c'est de la merde, et moi ça me rappelle qu'il y avait un putain de gâteau que j'ai pas pu manger, ok, mais encore une fois, c'est pas ça qu'on attendait. C'est-à-dire que Big Mom arrive tout en bas, moi je m'attendais à dire Capone, je vais te détruire parce que t'as voulu me tuer, et toi Mugiwara, je vais te tuer aussi. Mais là, elle devient folle seulement que par rapport à un gâteau. Et je trouve que ça vient encore une fois faciliter le départ des Mugiwara. Parce que la folie
dont elle est prise en ce moment rappelle énormément la folie qu'il y avait dans le flashback quand justement elle voulait le Smela. C'est-à-dire que elle est en train de devenir ce démon qu'elle ne va plus avoir contrôle d'elle-même, et tout ce qu'il va y avoir près d'elle, elle va le détruire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en bas, tu as Katakuri et Mondor qui ont l'air d'avoir toujours la tête sur les épaules en disant bon, on va former deux équipes pour rattraper Capone et pour rattraper aussi les Mugiwara. Sauf que la folle derrière, Big Mom, elle rentre dans une frénésie complètement folle. Elle va devenir cette ogresse qui va vouloir tout bouffer, tout détruire. Et elle va empêcher sûrement... Oui, je suis en train de faire la deuxième vidéo avec les mini-théories là-dedans parce que j'aurai pas le temps de faire la deuxième. Ce qui va se passer pour moi, c'est-à-dire que elle va combattre, elle va détruire une partie de son équipage. Et ça va permettre justement la fuite des Mugiwara. Vu que j'ai parlé de Katakuri, je vais aussi parler de ce que j'ai beaucoup aimé dans ce chapitre. C'est-à-dire que, je me rappelle plus le nom de la sœur qui à un moment tombe et tu vois Katakuri qui le rattrape. Et il lui dit bien, calme-toi. C'est-à-dire que lui, encore une fois, il avait vu le futur, il avait vu que personne n'allait mourir. On va faire un petit parallèle avec cette putain de chute. C'est-à-dire que la tour est quand même hyper haute. Elle tombe et normalement, tel que Capone BG aussi le dit, si la tour tombe et que ça a l'air d'être de la matière assez dure, tout le monde en dessous et même les innocents, les villageois, vont tous crever. C'est-à-dire que si Streusel n'avait pas tout transformé, je pense même qu'il y a des enfants de la flotte de Big Mom qui seraient totalement morts. Et là, on peut faire un petit parallèle entre Big Mom et Kaido. C'est-à-dire que Big Mom, je pense pas qu'elle serait morte en tombant, mais Kaido, lui, il est quand même tombé de plusieurs milliers de mètres, il s'est relevé sans aucun problème. Alors qu'ici, Big Mom se serait relevé, elle aurait quand même eu un petit peu mal. Et là, il y avait un côté burlesque, encore une fois, de la situation de voir Big Mom rouler sur elle-même. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a un décalage entre la dangerosité de l'action et le nombre de morts qu'il va y avoir, et voir Big Mom, cette grosse dame, rouler sur elle-même et tomber et faire oh. Je sais pas comment vous l'avez vécu et encore une fois, comme je l'ai dit, de voir Jinbei derrière avec des yeux comme ça en se disant mais putain, mais c'est quoi ce bordel qui est en train de se passer. Et quand ils tombent tous au sol et que Big Mom est en train de devenir complètement folle, on voit Smoothie qui est en train de se retourner et qui a peur. Et ça rappelle ce qui s'est passé à un moment contre Muscato. Et là, franchement, peut-être que tel que je vois Eiichiro Oda, c'est-à-dire qu'à un moment, dans les prochains chapitres, on va peut-être voir une tornade arriver, c'est-à-dire Big Mom arriver complètement folle et courir derrière les Mugiwara, mais on va pas savoir ce qui s'est passé au niveau de la famille. Peut-être qu'elle va en avoir tué plein à cause de son pouvoir, parce que on voit Smoothie qui a peur, et si elle a peur par rapport à son âme, ça craint un tout petit peu. Et voilà, je vois on arrive sur la fin de cet arc, et l'arc qui est là se termine, mais Big Mom va être utilisé plus tard, et il va peut-être avoir justement cette, comme Eiichiro Oda aime bien nous faire, c'est-à-dire cette question. Que leur est-il arrivé? Que se passe-t-il après? Le deuxième pourquoi, c'est la fin de l'alliance tout de suite. C'est-à-dire qu'ils auraient pu au moins essayer tous de quitter l'île ensemble et de trouver quelques trucs. Mais non, là, c'est Capone, il dit bon, maintenant notre alliance, ça se termine ici. J'ai fait ce que j'avais à faire. Vous avez réussi à faire ce que vous avez à faire. Donc maintenant, on se casse. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on va devenir plus tard? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revoir Capone plus tard? Est-ce qu'il va y avoir encore une fois une alliance? Est-ce qu'ils vont être ennemis? Ça, je ne sais pas. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que Luffy qui avait dit que jamais il ne s'enfuirait, jamais il ne reculerait, là on le voit accepter. C'est-à-dire qu'il dit bon bah maintenant on n'a plus qu'à s'enfuir. Et c'est quand même important parce que quand j'ai fait les critiques analyses du dernier chapitre, il y en a beaucoup dans les commentaires qui avaient dit non. Il a bien dit à Fujitora que plus jamais il ne partira. Luffy dans sa tête s'est reculé pour mieux sauter. C'est-à-dire que là, il part pour mieux latter plus tard la gueule de Big Mom. Et peut-être aussi que Eiichiro Oda met ce moment de répit pour permettre à Luffy de regagner un petit peu d'énergie. On sait bien que quand il utilise le Gear 4, il a 10 minutes où il ne peut plus utiliser de Haki. On l'a appris justement à Dressrosa. Et peut-être qu'au moment de partir, Big Mom va arriver, comme je l'ai dit, en furie, et là, Luffy aura son énergie, il va peut-être lâcher 2-3 coups avant de repartir en Gear 4, rejoindre le bateau qui partirait, le Tucson Sunny qui partirait avec un coup de Buster, en se dégonflant. Après, Luffy, il atterrit sur le bateau, puis il dit, on se reverra plus tard. Big Mom a dit, oui, je te vais niquer la gueule, Mugiwara, et après on verra ça au niveau justement de Elbaf. Il y a César qui part aussi de son côté, il y a les Vinsmoke, on voit Ichiji qui dit bon bah ça y est.
Ils vont sûrement prendre leur escargot et partir en milliers, en centaines de morceaux pour après se reconcentrer autre part. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a surpris dans ce chapitre, c'est très dur à exprimer, c'est qu'on a une fin abrupte. C'est-à-dire que je voyais pas une fin presque happy end en seulement quelques pages. C'est absolument fou. Et pareil, il y a César qui va partir. Que va devenir César? Est-ce qu'on va le revoir? Est-ce que César, vu qu'il est au courant du plan qu'il va y avoir après avec Luffy, est-ce que César va décider de retourner voir Kaido pour justement dire je peux te créer les smiles, prends-moi sous ta couverture, prends-moi sous ta défense et tu vas continuer à voir ça? Est-ce qu'il va y avoir la recherche aussi de Doflamingo? Voilà, il y a tellement comme... Il y a tellement comme question que ce chapitre, personnellement, il m'a laissé sur le cul. Et le dernier pourquoi, c'est pourquoi on ne voit pas Pudding. J'ai cherché partout, on ne voit pas Pudding. Et Pudding a son intérêt, encore une fois, sur le fait qu'elle arrive à maîtriser la mémoire des gens et que tout le trauma de Big Mom est lié à un passage avec Mother Caramel et cette libération peut-être faire une totale inversion de la personnalité de Big Mom si Pudding arrive justement à lui faire comprendre que c'est elle qui a mangé. Et imaginez que ça soit même encore pire, c'est-à-dire que dans la folie de Big Mom, elle mange une partie de sa famille et qu'à un moment elle se réveille et que Pudding lui refait voir toute sa mémoire en lui prenant le film dans sa tête et lui faisant voir regarde tout ce que t'as fait et remonte plus loin, t'as tué vraiment plein de gens, et que Big Mom se rende compte que tout ce pourquoi elle a vécu, c'est lié à quelque chose que elle a créé au départ. Je sais pas si vous voyez un petit peu le micmac au niveau de la situation intérieure de Big Mom, et ça peut créer une personne complètement folle, complètement inarrêtable pour le futur. Il y a plein de choses. Peut-être qu'elle va se rendre compte que c'est elle qui a causé le trauma au niveau de Elbaf et qu'elle va vouloir aller à Elbaf. Enfin bref, il y a toute une... Pourquoi on est autant dans l'incertitude? La manière narrative qu'Ichiroda a l'habitude de mettre en place, on va avoir aucune réponse à ces questions. Ça, je le sens. Franchement, je le sens. Et je vais finir cette critique analyse par la double page en couleur. Il y avait quelques petits éléments qui étaient vraiment classe dessus. J'ai pas réussi à tout comprendre. Donc dans les commentaires, si vous avez des informations de plus, n'hésitez pas. Déjà, pourquoi il y a ce chiffre 56? Alors oui, c'est par rapport au Garma Double Six, mais 5, 6, en japonais, les chiffres peuvent se prononcer de différentes façons. Et d'une façon, le 5 se dit go et le 6 se dit mou. Et là, il y a une théorie qui est en préparation depuis très longtemps par rapport aux chiffres et les fruits du démon qui sont liés à l'équipage. Et justement 56 ça fait Gomu qui est le nom du fruit de Luffy. Après, la deuxième chose qu'on remarque, c'est que chacun possède un numéro et le numéro correspond à leur apparition. C'est-à-dire qu'on a le 1 qui est pour Luffy, on a le 2 pour Zoro, on a le 3 pour Nami. Et là, en lisant vos commentaires, j'ai remarqué qu'il y avait, j'étais même pas au courant de ça, c'est qu'il y avait une guerre par rapport à l'apparition de Nami dans l'équipage. Il y en a certains qui disent que Nami est apparue après Usopp et après Sanji parce qu'elle fait vraiment partie de l'équipage seulement qu'à l'arc Arlong, alors que pour moi l'apparition de Nami était bien en 3e position juste après Zoro. Pour moi il n'y avait aucun doute là-dessus. 4 c'est bien sûr Usopp, 5 c'est Sanji, 6 c'est Chopper, 7 c'est Robin, 8 c'est Franky et 9 c'est Brook. J'espère que j'ai pas dit de conneries. Et la dernière chose que j'ai vue, c'est au niveau du casque de Usopp. Le casque, vous remarquez bien, il fait énormément penser au casque d'Ashruddin ou encore de Dory par rapport à Elbaf. Donc là, il y a encore une fois, il y a un petit lien. Par contre, après, j'ai essayé de regarder chaque personnage pour trouver des trucs. J'ai rien trouvé, je ne sais pas pourquoi le tigre, franchement je ne sais pas pourquoi le tigre, et deuxièmement, je ne sais pas pourquoi, et décidément il y a beaucoup de pourquoi dans cette critique analyse, ça va être pourquoi il n'y a pas de Jinbei. Voilà, Jinbei, on sait qu'il va faire partie de l'équipage. D'ailleurs, ça me fout un petit peu les boules parce que s'il n'est pas là, j'ai un peu peur qu'il crève. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, bref. Pourquoi Jinbei ne fait pas partie de... Parce qu'il est le 10e membre, hein, on va pas se mentir. Le meilleur personnage pour moi, c'est Katakuri.
Katakuri, encore une fois, le mec droit, il voit le futur. Il y a la sœur qui est en train de se casser la gueule, il la retient et il dit calme-toi. C'est-à-dire que le mec, il voit bien la suite et quand elle est au sol, c'est lui qui commande les autres pour dire on va faire 2 groupes, on va faire tes trucs, tes trucs. Donc encore une fois, Katakuri, c'est le bordel innommable, mais le mec, il est peinard et il est toujours nickel. Contrairement à Mondor par exemple, que t'as vu tomber et il tombe comme un con, les pattes en l'air et tout. Donc voilà, pour moi, le meilleur personnage de ce chapitre, c'est Katakuri. Le meilleur moment, c'est tout simplement Strossen. Strossen, je n'en ai pas beaucoup parlé, j'ai complètement zappé, mais en un sens, je voulais aussi en parler ici. Capone nous dit bien que c'est un mec inconnu et qui doit avoir un grand pouvoir. Il a l'intelligence de transformer en gâteau mou, en biscuit de Sawai et en crème fouettée le château pour pas qu'il y ait de mort. Donc déjà grâce à lui il y a des milliers de personnes qui sont vivantes, parce que on va pas se mentir mais les personnes sont quand même innocentes. Et vous l'avez remarqué, il a quand même réussi à couper en 2 la tour. C'est pas n'importe quoi, vous voyez la taille de la tour, c'est quand même assez fou. Et pour moi ça a vraiment été le gros moment badass, le gros moment de ce chapitre. Le premier, c'est mon moment préféré, c'est lorsque Big Mom provoque Luffy. Faut qu'on se l'avoue, Luffy a une grosse gueule. Et c'est vrai que, mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui répond, comme Akainu avec Ace. Et oui, là, il y avait un parallèle qui était vraiment excellent, que je n'avais pas relevé. Et c'est vrai que pour ça, c'est quand même aussi un moment qui était méga cool, où Big Mom est là et elle sait que Luffy, il est obligé de répondre. Par contre, la réponse de Luffy avait été pas mal, de dire que c'est moi qui serai le seigneur des pirates. Et je te latte la gueule, je te latte pas la gueule tout de suite, mais je reviendrai. Donc voilà, ça c'était le premier que j'ai bien aimé. Après, mon moment préféré, c'est quand on voit Big Mom avec Yonji et Niji dans les mains, vraiment, voir à quel point elle est forte, ça m'a choqué. C'est vrai que le Garmand avait tellement de hype envers eux, et de voir Big Mom avec les 2 mecs comme des jouets, c'était vraiment, vraiment classe. Oui, c'était vraiment un très très bon moment. Après, meilleur personnage du chapitre, Big Mom, parce qu'elle a montré sa puissance. Et la meilleure scène, c'est Luffy qui dit « Dès que je me serai occupé de Kaido, tu seras la suivante Big Mom ». Et c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'était un très 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 bon moment. Après, on a mon image préférée, c'est l'instant Luffy échange de coups de poing avec Big Mom. Ça mérite une belle figurine. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Rien que pour ça, ça mérite quelque chose. J'espère que Big Mom va être fait en figurine. Et c'est cool aussi, j'ai choisi aussi ce commentaire parce qu'il y en a quand même qui parlent aussi de figurines. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que j'ai pas choisi le moment préféré du coup de Luffy contre Big Mom parce qu'il n'y a eu qu'un seul coup. Alors pour moi, j'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus d'échanges. Un seul coup, puis après qu'il se dégonfle, ça fait un petit peu bizarre. Et le dernier que j'ai repris, mon moment préféré, pareil que le doc, c'est Katakuri qui tient Ichiji mis en PLS au bout de son bras. C'est tellement symbolique et énorme avec les 2 personnages si badass, mais malgré tout, toute la différence entre un Yonko et le reste du monde qui est montré. Le perso du chapitre, c'est Jaji, clairement pour son petit speech et son sacrifice avec son casque qui pète. Et oui, là c'est très très bien ce qu'il a dit, c'est-à-dire que on a 2 personnages qui sont badass. C'est un petit peu la représentation entre Ichiji et Katakuri qui sont pour moi à peu près le même traitement et le même rôle, alors qu'on voit qu'il y en a un qui a été totalement mis en PLS et on voit vraiment la différence entre l'équipage, enfin les Vinsmoke et l'équipage d'un Yonko. Ça montre encore la puissance qu'il y a avec les Yonko. Et c'est vrai que le speech de Papounet a été assez émouvant parce que tu sens qu'il a été trahi, tu sens qu'il y a un ressenti qui est énorme en lui. On voit qu'il a travaillé longtemps pour redonner une gloire et on sait que ça fait 300 ans que son empire a été un petit peu déchu, qu'il avait réussi à revenir. Et le sacrifice avec le casque qui pète, une symbolique était tellement belle, et voir aussi que malgré la lance qu'il avait, malgré toute la haine qu'il a face à Big Mom, et bah il a pas du tout fait le poids quoi. Donc oui, voilà, non, ces là sont vraiment très très bien. Et je retiendrai une autre qui a été dit, c'est le doc a tellement développé son acquis de l'observation qu'il voit dans le futur sur plusieurs semaines. Le doc, alors après il y en a qui répondent, le doc plus fort que Zoro, Luffy, Zoro et Sanji. Dis-moi pas que le doc est Katakuri. Et après il y en a qui disent non, il est bien au-dessus de Katakuri. Et après il y a Jérémy Igo qui répond non, le doc c'est pas Katakuri, mais il a appris l'observation à Katakuri. Et de lire des petits commentaires des mecs entre eux faire ça dans les commentaires, et bien ça fait plaisir parce que
je vois qu'il y a... Encore une fois, j'ai pas le temps de répondre. Des fois, j'oublie même de mettre les petits cœurs pour faire voir justement que je les ai lus. Mais c'est l'exemple de ce qui se passe dans les commentaires. Et de voir que vous prenez le temps de parler entre vous. C'est comme une sorte de petit forum. Et surtout que entre vous, vous ne vous insultez pas quand vous avez des idées différentes. Et ben ça fait super plaisir. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse dans ce 14 juillet, normalement journée fériée. Dure, elle a été vraiment, je sais pas si vous laissez dans les commentaires, mais j'ai eu énormément de mal à faire cette critique analyse par rapport à ce chapitre qui m'a laissé plus d'interrogations que du reste. De toute façon, c'est toujours ça, les chapitres d'Ichiroda, ça laisse toujours plus de questions que de réponses. J'espère quand même que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de commenter, partagez, parlez autour de vous et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.